Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo annuelle qui sort du domaine historique puisque je vais vous parler des films de 2024 que j'ai aimés en 2024. Je fais ça tous les ans, quasi, et ça me plaît parce que j'aime beaucoup le cinéma. Voilà, si ça vous intéresse pas, il y aura une vidéo historique qui sortira très prochainement et j'ai toujours La Bête du Gévaudan qui est sortie le mois dernier. Ce n'est qu'une petite entorse à la règle des vidéos d'histoire. Bref, cette année j'ai vu 110 films à peu près. J'ai compté juste avant, mais j'ai oublié ensuite. On va dire à peu près 110 films. C'est pas l'année où j'ai eu le plus de gros coups de cœur, mais j'en ai quand même sélectionné 10 que j'ai aimés et que j'ai envie de vous partager. Et le premier est L'Innocence de Koreeda. C'est un film japonais qui se passe au Japon. On suit l'histoire de deux jeunes enfants et de la mère de l'un d'entre eux et du professeur de ces deux enfants. C'est une histoire qui évolue sur plusieurs points de vue. Donc on découvre des choses au fur et à mesure qu'on découvre les points de vue des différents personnages. Mais en gros, c'est une histoire d'amitié, de soupçons de harcèlement. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'était très très touchant. Peut-être avec un petit peu de longueur au début, le temps qu'on comprenne vraiment quels sont tous les enjeux. Mais le final rattrape tout, clairement, rattrape toutes ces petites longueurs que j'ai pu éprouver. Et vraiment, c'était beau et j'en suis sortie très très touchée. Donc c'était un très bon film, une bonne découverte pour ce mois de janvier 2024, puisque c'est un des premiers films que j'ai vu. De toute façon, je vais les dire dans l'ordre chronologique. Et donc le deuxième film est encore un film japonais, et ce sont les deux seuls d'ailleurs, mais c'est quand même pas mal. Il s'agit de Godzilla Minus One, où on retrouve d'ailleurs l'actrice qui avait le rôle de la mère dans L'Innocence. J'aime bien ces petites coïncidences quand je vois un film peu de temps après un autre et je me dis « Eh, mais en fait, lui, c'était lui !» Voilà. Godzilla Minus One est un film japonais qui parle de Godzilla, cette fameuse créature, ce gros kaiju issu des mers, et c'était super bien. Un bon film de monstres. Je suis pas particulièrement fan de films de monstres, mais ça rattrape beaucoup de films de monstres américains qui étaient moins bien. Godzilla Minus One reprenait les codes de Godzilla forcément, avec une créature qui ressemblait un peu à ces vieux Godzilla, à ces vieux dinosaures comme on se les imagine au 19e siècle, très bipèdes avec la queue qui pendouille. Et c'était intéressant, il y avait ce petit côté kitsch, mais en même temps un monstre très badass tout de même. Et très dangereux. Et surtout, ça se passait au Japon d'après-guerre, et donc j'ai trouvé très intéressant aussi de reconstituer toute cette période avec un Tokyo complètement dévasté, le personnage principal qui aurait dû être kamikaze, mais qui n'a pas osé au final pendant la guerre, et donc qui vit avec cette culpabilité et ce reproche que les autres peuvent lui adresser de « mais pourquoi tu l'as pas fait, tu n'as pas sauvé ta patrie ?» Et donc qui va essayer à nouveau de sauver sa patrie, mais cette fois face à un monstre. C'était bien. Et il y avait de très bonnes musiques aussi. Je suis très attachée aux musiques dans les films, donc quand il y a des bonnes musiques, je le dis. D'ailleurs, j'ai oublié de donner le nom du réalisateur de Godzilla Minus One, il s'agit de Takashi Yamazaki. Et donc on passe ensuite à un tout autre registre, puisque le film suivant est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Alors là, on part sur une expérience un peu plus barrée. Le Yorgos Lanthimos fait des films bizarres. J'avais pas trop aimé The Lobster, j'avais beaucoup aimé La Favorite, qui est moins bizarre, et Pauvre créature était quand même à nouveau bizarre. Donc c'est un film avec entre autres Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo qui était incroyable dans ce film en tant qu'homme basique. Et donc Emma Stone, il joue une création de Willem Dafoe, je vais pas trop spoiler exactement ce qu'elle est, mais en gros c'est une sorte de créature de Frankenstein qui découvre la vie, qui échappe à son créateur et qui se découvre à travers notamment le regard des autres, le regard des hommes, la découverte de sa propre sexualité qu'elle va beaucoup explorer. C'est un film que je déconseille aux jeunes enfants pour cette raison principalement, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Et j'ai trouvé le personnage d'Emma Stone vraiment hyper intéressant, cette sorte de candeur et à la fois de très forte intelligence qu'elle a par rapport aux autres et qui l'expose à des situations parfois saugrenues. Et son rapport, le sorte de duel qu'il oppose à Mark Ruffalo pendant une partie du film était très intéressant, j'ai trouvé. Donc j'ai passé un moment vraiment particulier devant ce film, mais c'était une très bonne expérience et j'en garde un bon souvenir. D'ailleurs, je l'ai vu 2 fois, comme la plupart des films dont je vais vous parler d'ailleurs. On continue sur un autre film en noir et blanc, puisque Pauvre créature était en partie en noir et blanc, et cette fois je vais vous parler de Il reste encore demain, qui est un film italien, réalisé et interprété par Paola Cortellesi, qui joue le rôle principal. C'est un film qui se passe aussi peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, comme Godzilla Minus One, mais cette fois il n'y a pas de gros monstre, disons que le gros monstre c'est le patriarcat, et notamment le mari de l'actrice principale, qui est un connard, qui la bat. Le film traite ça avec un peu d'humour,
mais jamais de manière déplacée. Donc forcément, trigger warning, hein, il y a beaucoup de scènes de violence conjugale dans ce film. Et l'une de ces scènes, par exemple, est remplacée par une danse. C'est une sorte de chorégraphie de la violence. Et le tout sur une musique joyeuse en plus. Et le sujet est quand même vachement bien traité. Notamment la mère qui remarque que sa fille est en train de suivre le même schéma qu'elle et qui essaye de l'en sortir. Mais aussi ce doute constant sur que va faire cette femme, va-t-elle s'enfuir? Parce qu'il reste encore demain parle d'un sujet assez particulier que je ne vais pas spoiler parce que c'était pas du tout indiqué dans la bande-annonce aussi. Donc il n'y a pas que la violence conjugale dans ce film. Et donc il y a un twist intéressant à la fin, pardon, je me perds dans mes propos, mais il y a un twist intéressant sur ce que fait cette femme au final et qui fait vraiment apprécier le film aussi. Pardon, c'était hyper confus, mais c'est vraiment un bon film que je vous recommande. Ensuite, on est sur un premier film français de Michael Dichter qui s'appelle Les Trois Fantastiques. Un peu une sorte de Leurs enfants après eux, mais mieux. En tout cas, j'ai pas vu le film Leurs enfants après eux, mais j'ai lu le livre. Mais en tout cas, ça se passe en Lorraine, ça se passe dans une ville très désindustrialisée, exposée à la pauvreté, et on suit un groupe de 3 jeunes garçons qui veulent à tout prix réunir de l'argent par tous les moyens pour pouvoir faire le voyage scolaire de fin d'année. En même temps, le grand frère de l'un de ces 3 garçons sort de prison et a l'air de vouloir repartir dans ses embrouilles. Hein. Il est interprété par Raphaël Quenard qui joue ce genre de personnage de toute façon. Et donc c'était un film très touchant sur cette jeunesse. Moi, c'est un sujet qui me parle. Je viens du Nord-Pas-de-Calais qui est aussi un peu désindustrialisé, donc forcément peut-être que ça me parle plus. Mais en tout cas, c'était beau, c'était bien réalisé, surtout pour un premier film, et c'était très bien interprété aussi, et les personnages des 3 enfants étaient touchants, et on voyait une sorte d'escalade de la violence et de l'emprise de la violence sur eux qui montait au fur et à mesure du film, et une issue inéluctable qui se profilait, et c'était beau. Et ensuite, on est sur un autre film français de Blandine Lenoir, Juliette au printemps. Là, cette fois, on est plus dans le registre de la comédie, mais comédie quand même dramatique, puisque ça parle pas mal de dépression. Hein. Même si le mot n'est pas toujours abordé, justement, on tourne un peu autour, parce que les personnages ont tendance à ignorer la dépression du personnage principal, en disant « Oh, tes petits tracas ». Et donc, c'était intéressant. C'est issu d'une BD. C'est rigolo, parce qu'en voyant le film, je me suis dit « Mais... c'est comme Rosalie Bloom ce film, c'est le même ton, et je me suis demandé si c'était la même réalisatrice peut-être, mais en fait non, pas du tout, mais c'est juste que Rosalie Bloom, si vous connaissez, c'est une très bonne BD et un très bon film, est issue de la même autrice qui a également dessiné et écrit Juliette au printemps, et dont j'ai oublié le nom. Et donc Juliette au printemps est un film sur Juliette, interprétée par Isia Higelin, qui est absolument magnifique évidemment, qui rentre dans sa famille dans un petit village français, on sait pas trop où, parce qu'elle va pas très bien et qu'elle a envie de revoir ses proches. Il y a le personnage de son père que j'ai beaucoup aimé, moi, qui est interprété par Jean-Pierre Daroussin, qui joue le père un peu paumé, qui a jamais repris de femme après son divorce, qui est là pour ses enfants. Et tous les personnages sont très bien écrits, avec beaucoup de profondeur, et très drôles aussi. Donc on suit la sœur, la mère, un canard qui joue extrêmement bien. Et vraiment, j'ai ri et souri et été très émue par ce film. C'est le genre de comédie qui nous fait du bien, je trouve. Et il y a un canard. Et ensuite, peut-être le meilleur film de l'année pour moi, c'est Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, un film iranien qui nous montre la répression des tentatives de révolte des femmes en Iran à travers le portrait d'une famille. Donc on a le père qui est un juge iranien, donc plutôt du côté de l'oppresseur, et ses 2 filles et sa femme qui a l'air plutôt du côté de son mari, et ses 2 filles qui, elles, ont plutôt une volonté de s'émanciper, mais même pas très forte, mais juste qui sont des filles d'aujourd'hui. Et donc ce père qui est juge possède une arme de fonction, et un jour cette arme de fonction disparaît au sein de l'appartement. Donc ça crée une sorte de tension, le film part en huis clos. Les filles jouent hyper bien, enfin tout le monde joue hyper bien, hein, mais c'est un film qui dure longtemps, mais on voit vraiment pas le temps passer, et dans lequel on voit cette tension familiale monter à mesure que les tensions en Iran montent également, jusqu'à l'éclatement. Et c'était vraiment 5 étoiles. Ensuite, j'ai aussi aimé Amal, un esprit libre de Jawad Khalib, qui explore un petit peu les mêmes sujets, non pas tout à fait, mais ça parle de profs qui se retrouvent confrontés à des situations difficiles, donc on peut aussi penser à Pas de vague, qui est sorti cette année également, mais j'ai préféré Amal, un esprit libre, et je l'ai trouvé plus intéressant, et je préfère vous parler de celui-là. C'est un film belge dans lequel une prof de littérature décide de faire étudier à ses élèves, donc on est à Molenbeek, on est dans un quartier où il y a une forte population arabe et musulmane, où la religion musulmane a une forte importance, et où on peut avoir des mosquées un peu extrémistes qui existent, et notamment là justement on a des élèves dans cette école
école qui sont sous l'emprise d'un imam. Je crois que c'est un imam ou c'est un prof d'histoire du Coran, mais en tout cas qui est très extrémiste dans ses propos et qui embrigade une partie de ses élèves. Pardon, je me suis un peu perdue dans mes explications. Donc à côté de ça, on a cette prof qui essaye d'enseigner la littérature à ses élèves et qui, pour des raisons d'homophobie au sein de sa classe, décide de leur faire étudier un auteur musulman et gay du Moyen-Âge, ou enfin en tout cas qui est assez ancien. Et bah ça plaît pas trop aux élèves, ni aux parents, ni aux enseignants qui sont tous là « Hey, tu vas nous faire avoir des problèmes en fait ». Donc le film parle de ça, du harcèlement que subit cette prof, que subit une élève lesbienne au sein de cette classe. Et c'était très prenant. Il y avait une tension aussi qui montait là et qui prenait aux tripes. Donc j'ai aimé ce film. Plus que 2 films donc, et on arrive en cette fin d'année 2024 où j'ai vu le film Anora, que j'ai beaucoup aimé également. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont moins aimé, alors peut-être que c'est par rapport au traitement de la prostitution dans le film, et j'avoue que moi je connais moins ces sujets. On suit le personnage d'Anora, qui travaille dans un club où elle est danseuse, donc stripteaseuse, et qui fait aussi parfois du travail à domicile, enfin en gros quand elle rencontre un fils de milliardaire russe qui lui propose de venir faire des heures sup chez elle, elle va chez lui, donc là où elle se prostitue. Et elle devient une sorte de, je sais plus comment on appelle ça, une call girl, enfin c'est sa copine payante, jusqu'à ce qu'il lui propose de l'épouser. Et c'est là que les merdes commencent et que le film devient très drôle. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on était toujours du côté d'Anora. Donc elle n'était jamais antagonisée en tant que travailleuse du sexe. On riait de sa répartie et de la manière dont elle se sort de ces situations de manière totalement badass. C'est sûr qu'elle se retrouve victime de ce mec qui s'est foutu de sa gueule, des parents de ce mec qui viennent pour essayer d'annuler le mariage, des hommes de main auxquels ils font appel pour justement essayer de la calmer et de la canaliser en attendant de pouvoir le faire annuler. Et j'ai trouvé qu'Anora était super forte et moi elle m'a beaucoup touchée. J'aurais beaucoup dit ce mot je pense dans cette vidéo, ça m'a touchée, mais oui ça m'a touchée et ça m'a fait exploser de rire à plein de moments. En plus on n'était que 4 dans la salle, enfin on était une bande de 4 potes avec 2 inconnus au fond de la salle, mais vraiment le film était à nous et on a explosé de rire, mais on était bidonnés comme pas possible dans la salle de cinéma par moments, ce qui est assez rare d'être vraiment bidonné. Et ben on était bidonnés devant Anora à cause de tous ces personnages qui étaient complètement cons face à cette fille qui essaie juste de s'en sortir. Et puis on termine sur un film où on ne se bidonne pas, mais que j'ai adoré aussi et que j'ai déjà vu 2 fois également, même s'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Il s'agit de Conclave. On y suit l'histoire de la mort d'un pape et de l'élection qui s'ensuit pour élire le nouveau pape. Et donc c'est une sorte de film un peu thriller parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, de choses cachées qu'on découvre au fur et à mesure sur tel ou tel candidat. Moi je connaissais pas grand chose aux élections de pape, mais je m'intéresse à l'histoire de l'église et donc ça m'a intéressé de découvrir l'envers du décor et de découvrir aussi toutes les intrigues qui peuvent avoir lieu. Alors je sais pas si c'est autant dans la vraie vie, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas toutes les intrigues qui sont mises en place dans ce film autour de tous ces candidats, des enjeux qui les opposent les uns aux autres, et des enjeux aussi de l'élection d'un pape en termes de portée de la religion chrétienne par la suite. Qu'est-ce que ce pape va faire ? Et donc ouais, on est un peu dans une sorte de policier où Ralph Fiennes essaye de dénouer les fils de tout ce qui se passe autour de lui jusqu'à l'élection du pape. Il y avait plein de choses intéressantes dans ce film, il était très beau aussi visuellement, très bien réalisé, et c'était mon dernier coup de cœur de l'année. J'ai donc réuni 10 films, comme je vous le disais. Il y a d'autres films que j'ai aimés, évidemment. En gros, moi j'ai une petite liste de films en fait sur mon ordi et que je note à chaque fois, et j'ai un code de couleur, comme dans les cours maintenant au collège, même si je suis plus prof. Mais bref, j'ai un code de couleur pour dire beaucoup aimé, pas du tout aimé. Et donc il y avait d'autres films que j'ai beaucoup aimés, mais dont je trouvais que c'était moins intéressant d'en parler, donc je me suis arrêtée sur ces 10 films-là. Comme d'habitude, en générique, je vais vous mettre la liste quand même de tous les films, de ceux que j'ai beaucoup aimés à ceux que j'ai trouvés nuls de chez nuls. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça, parce que je suis pas trop maso non plus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop confuse, parce que parfois je peux me perdre dans mes propos quand c'est pas scripté, mais je pense que ça va, j'ai réussi à m'y tenir. Et je vous retrouve dans un mois environ, parce que début mars, on va fêter les 10 ans de la chaîne. Et j'avais un peu oublié ça, mais je suis en train de vous préparer quelque chose quand même, du coup, une vidéo, ce sera un chronique de prof, on va y parler d'histoire, mais forcément ce sera un peu spécial du coup, parce que ça sera quand même les 10 ans de la chaîne. Donc je vous retrouve d'ici là, et je vous remercie énormément pour tous les retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo. J'ai fait un gros travail dessus pour la bête du Gévaudan, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le montage, de dynamiser certaines choses, de créer des nouveaux plans, et je me suis beaucoup amusée. Donc ça m'a redonné envie aussi de m'y mettre, de faire des vidéos. Et j'ai eu plein de bons retours et beaucoup de vues, et donc ça fait très plaisir. Et donc je vous remercie. Et je vous retrouve dans un gros mois du coup à peu près, et à la prochaine.